Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je reviens avec cette rentrée pour une nouvelle vidéo sur la coagulation dans l'hémostase. Alors, la coagulation sanguine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la formation d'un caillot sanguin qui va venir recouvrir la paroi vasculaire qui a été endommagée par une blessure, par exemple, de manière à arrêter le saignement ou l'hémorragie. Donc c'est un processus indispensable du corps humain qui permet d'éviter de perdre tout son sang suite à des blessures ou à des traumatismes. Cependant, il existe plusieurs troubles de cette coagulation qui font qu'elle ne fonctionne pas très bien, donnant lieu à différentes pathologies. D'un côté, on va avoir l'hémophilie qui est en fait une insuffisance de la coagulation qui va conduire à un risque d'hémorragie puisque le corps ne sera pas capable de former de bons caillots pour boucher les trous dans les vaisseaux. A l'inverse, on peut retrouver des thromboses où il peut y avoir un excès de coagulation qui risque de provoquer des thrombus qui vont obturer le vaisseau et donc la coagulation sera excessive au point de boucher les vaisseaux sanguins. Voilà, donc ça c'est la coagulation sanguine de manière générale. Il faut savoir que cette coagulation se divise en 3 phases. La première phase est l'hémostase primaire, où va se dérouler l'agrégation plaquettaire. Donc voici un vaisseau sanguin sur lequel il y a eu une brèche par où les globules rouges vont se déverser à l'extérieur sous forme d'hémorragie. Suite à cela, les plaquettes vont se rassembler autour de cette brèche pour retenir le sang ou les globules rouges. Ensuite, durant l'hémostase secondaire, il va y avoir la coagulation, où un caillot sanguin va se former suite à une cascade que je vais détailler plus tard dans la vidéo. Donc c'est le petit caillot en orange que vous voyez. Et enfin, la dernière phase est celle de l'hémostase tertiaire, où va avoir lieu la fibrinolyse qui permet la destruction du caillot une fois que la brèche a été bien fermée. Alors maintenant, je vais vous expliquer plus en détail chacune de ces 3 phases. Tout d'abord, on va avoir la phase 1, qui est l'hémostase primaire où a lieu l'agrégation plaquettaire. Elle va être enclenchée par une blessure qui laisse place à une brèche dans le vaisseau. Voici donc la paroi d'un vaisseau sanguin avec les cellules de l'endothélium en brun qui vont être détruites par cette brèche. Cela va induire un phénomène réflexe de vasoconstriction brève pour éviter d'avoir une perte de sang trop importante. Ensuite, les plaquettes vont rentrer en jeu en sécrétant tout d'abord de la sérotonine, mais aussi du thromboxane entre autres, pour activer d'autres plaquettes additionnelles. Donc après tout ça, on va avoir l'adhésion des plaquettes autour de la brèche qu'on a vu précédemment. Et cela se fera grâce à l'exposition du collagène présent dans le sous-endothélium et qui est normalement protégé par l'endothélium qui a été endommagé par cette brèche. Donc ce collagène exposé va se lier au facteur de Willebrand, pour qu'ensuite ce facteur de Willebrand se lie au récepteur GP1B qui est exprimé à la surface des plaquettes activées. Donc ça va être le premier lien fait entre la brèche et les plaquettes qui, comme on le verra par la suite, va être une longue cascade. Les plaquettes vont alors s'activer les unes les autres en exprimant le récepteur GP2B3A qui est un récepteur important parce qu'il va permettre l'agrégation plaquettaire. Les plaquettes vont se lier entre elles par le fibrinogène qui va fixer le récepteur GP2B3A des plaquettes en formant une sorte de pont interplaquettaire. Cela va donc réunir les plaquettes autour de la brèche pour la fermer, mais tout cela doit maintenant être consolidé. C'est là qu'on va arriver à l'hémostase secondaire où va avoir lieu la coagulation, qui a pour objectif de consolider le caillot qui vient de se former. Pour cela, il va falloir activer la thrombine, qui est un facteur de coagulation, de manière à transformer le fibrinogène en fibrine. Le fibrinogène, comme je l'ai dit il y a quelques instants, forme un pont entre les plaquettes, mais il est soluble, donc pas très solide. Et en le transformant en fibrine qui, elle, est insoluble, cela va en fait rendre le caillot beaucoup plus solide. Cette cascade de coagulation, elle peut débuter de 2 manières. Tout d'abord par une voie intrinsèque, avec le facteur 12 qui va s'activer en facteur 12A. Donc tous les facteurs activés vont avoir un A à la fin. Ce facteur 12 activé va lui-même activer le facteur 11 en facteur 11A, qui va à son tour activer le facteur 9, qu'on appelle aussi facteur anti-hémophile B, en facteur 9A activé. Il y aura ensuite le facteur 8, appelé facteur anti-hémophile A, qui va s'activer et les deux facteurs 9A et 8A vont former un complexe. Donc tous ces facteurs font partie de la voie intrinsèque qui est activée lorsqu'il y a une lésion de la paroi qui est provoquée par quelque chose au sein du corps, donc c'est quelque chose d'interne. Ensuite, il peut y avoir une deuxième voie qui enclenche cette cascade qui est la voie extrinsèque, où le facteur tissulaire qui sera exposé par une brèche va se lier au facteur 7 pour l'activer en facteur 7A.
Et c'est juste ça, la voie extrinsèque, qui elle pour le coup sera activée par un traumatisme d'origine externe, donc une blessure suite à une chute ou autre. La voie commune va elle débuter par le facteur 10, qui peut être activé soit par la voie intrinsèque, soit par la voie extrinsèque. Il s'active alors en facteur 10A, puis le facteur 5 s'active en facteur 5A, qui forme avec le facteur 10A le complexe prothrombinase. Ce complexe va activer la prothrombine, qui est le facteur 2, en thrombine ou facteur 2A. La thrombine va alors activer le fibrinogène ou facteur 1 en fibrine solide ou 1A. Le facteur 13, lui, va être activé par une voie d'amplification et une fois activé, il va amplifier cette consolidation du caillot de fibrine. Donc voilà l'aboutissement de la cascade de coagulation, c'est en fait ce caillot de fibrine solide, avec cette voie commune que je viens de vous décrire. Ensuite, la thrombine va jouer en tant qu'amplificateur. Elle va en fait amplifier cette cascade pour bien consolider le caillot rapidement en activant davantage les facteurs 5, 8 et 11. La cascade sera alors tellement activée avec toutes ces amplifications qu'il faut réussir à la réguler pour que ça ne dégénère pas. C'est là que vont intervenir les inhibiteurs de la coagulation. Tout d'abord, il y a le TFPI qui va inhiber l'activation de la voie extrinsèque à travers le facteur 7. Ensuite, l'antithrombine qui inhibe l'activation du facteur 10 et l'action de la thrombine. Ensuite, il y a aussi la thrombomoduline qui se lie à la protéine C et grâce à la protéine S, elle va s'activer en protéine C active ou PCA, qui va ensuite inhiber l'activation des facteurs 8 et des facteurs 5. On arrive maintenant à la dernière phase 3, l'hémostase tertiaire, où a lieu la fibrinolyse qui a pour objectif d'éliminer le caillot de fibrine, puisque à ce stade, c'est bon, la brèche a été fermée, donc il faut arrêter ce processus de coagulation. Donc voici la paroi du vaisseau sanguin et le caillot de fibrine qui a été formé. Ça va commencer par les cellules endothéliales qui vont sécréter le TPA, qui va d'un côté être inhibé par le PAI qui est l'inhibiteur du TPA, pour ne pas agir excessivement. Mais de l'autre côté, il va aller se fixer au caillot pour lier le plasminogène et l'activer sous forme de plasmine. Cette plasmine va elle aussi avoir deux voies, l'une où elle sera inhibée par l'inhibiteur de plasmine, pareil pour ne pas être activée excessivement, et l'autre où elle va dégrader le caillot sous forme de PDF ou produit de dégradation de fibrine, qu'on appelle également des dimères. C'est donc comme ça que se conclut une coagulation bien conduite. Je vais vous parler maintenant brièvement des facteurs de coagulation. Ils ont certes des numéros, mais ils ont aussi des noms, et les plus importants vont être le fibrinogène qui est le numéro 1, la prothrombine le numéro 2, le facteur anti-hémophile A qui est le numéro 8, et le facteur anti-hémophile B qui est le numéro 9. Donc quand ces deux facteurs 8 et 9 sont déficitaires, ils donnent la maladie de l'hémophilie. Et enfin le facteur 10, qu'on appelle Stuart, qui débute la voie commune. Parmi ces facteurs, certains sont dits vitamine K dépendants. C'est une notion importante car en cas de carence en cette vitamine, eh bien on peut avoir des troubles de la coagulation qui peuvent être très graves. Ces facteurs vitamine K dépendants sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Et aussi les protéines inhibitrices de la coagulation avec la protéine S et la protéine C. Bien évidemment, comme il y a des pathologies liées à cette coagulation, il y a forcément des médicaments agissant dessus, que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Tout d'abord, on va retrouver les anticoagulants. Parmi eux, on a les AVK, comme la warfarine, donc ce sont les antivitamines K, les héparines avec les HNF et les HBPM, et les AOD qui sont les anticoagulants oraux directs avec le dabigatran par exemple. Ensuite, on retrouve les anti-agrégants plaquettaires qui eux agissent plus en amont au niveau de l'agrégation des plaquettes autour de la brèche, donc de la phase 1 de l'hémostase. On retrouve alors l'aspirine, d'où son effet indésirable majeur de risque de saignement, les inhibiteurs du récepteur ADP comme le clopidogrel et les inhibiteurs du récepteur important GP2B3A comme le tyrofibin. Voilà, donc c'était tout pour cette coagulation, j'espère qu'elle a été claire, que vous avez tout compris, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, la partager et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.